Il y a quelque chose d'étrange qui se passe à notre époque, et si vous prenez vraiment 2 secondes pour l'observer, vous allez voir que ce n'est pas anodin. On vit entouré de gens, on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer, et pourtant, il y a cette sensation diffuse, presque silencieuse, d'être parfois plus seul que jamais. Nous avons accès à des milliers de vies en un scroll, en quelques secondes, et pourtant il y a des moments où la nôtre nous semble insuffisante. Comme si on était toujours en retard, toujours moins qu'eux, toujours à côté de quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Et ce paradoxe ne vient pas de nulle part. Il a un terrain, il a une structure, il a un système, et ce système, ce sont les réseaux sociaux. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. Je suis ravie de vous retrouver dans cette série. Donc c'est le 2e épisode de cette série sur les réseaux sociaux, sur ce que nous consommons et les effets délétères qu'il y a sur le cerveau, sur notre vie au quotidien. Donc installez-vous confortablement ou comme d'habitude, vous l'avez compris, soyez monotache. Je sais pas, moi, marchez, prenez un café, buvez un thé, faites du repassage. Soyez sur une activité et je vous accompagne en vous expliquant ce qui se passe derrière cette machine à filtres, à like et à story que sont les réseaux sociaux. Alors soyons clairs dès le départ, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode de cette série, je ne suis pas là pour diaboliser les réseaux sociaux. Parce que c'est aussi des connexions, des opportunités, de la créativité, des voies qui émergent, de l'apprentissage, un partage des connaissances, des gens qui trouvent enfin un espace pour exister, pour s'exprimer ou pour être vus. Mais si on veut être honnête, vraiment honnête, on ne peut pas regarder uniquement la vitrine. Il faut aussi aller voir derrière. Parce que derrière les filtres, derrière les likes et les stories, il y a une mécanique invisible, silencieuse, mais redoutablement efficace. Et c'est une mécanique qui agit directement sur votre cerveau. Et non, elle n'est pas neutre. D'ailleurs, je vais vous parler d'un phénomène que peu de gens connaissent, mais qui vous concerne probablement déjà, les relations parasociales. Ce concept, il a été théorisé dans les années 50 par 2 chercheurs, Donald Horton et Richard Wall, et à l'époque, ils observaient la télévision, les présentateurs de talk-show, les présentateurs du journal télé et les vedettes en fait du petit écran de manière générale. Un peu comme nous avec Michel Drucker en France. Enfin, moi, j'ai plus de la quarantaine et j'ai toujours connu Michel Drucker à la télé. Vous voyez, ils étudiaient en fait ce genre de personnes-là. Parce qu'avant, on voyait un présentateur à travers un écran, à heure fixe et dans un cadre formel. Et d'ailleurs, dans les intermèdes des émissions, on voyait les speakerines, souvenez-vous. Bon, ça, c'est pour les plus vieux, hein. Mais maintenant, on entre dans la vie des gens. On voit leur salon, leur visage au réveil, leur voix quand ils sont fatigués, leurs doutes, leurs confidences, leurs moments de vulnérabilité. Vous connaissez le prénom de leur chien, de leurs enfants. Vous savez ce qu'ils mangent le matin. Vous assistez à leur rupture, leur succès et leur rechute. Vous connaissez même le lieu et la date de naissance de leurs enfants ainsi que l'heure. Vous imaginez ? Je commence light, c'est-à-dire que le nouveau-né est déjà exposé publiquement avec des données qui sont particulièrement sensibles. Et lorsque vous voyez ça, lorsque vous voyez un créateur de contenu vous partager ça, par exemple la date de naissance, l'heure, le lieu de naissance de leur enfant, ce qu'ils ont fait, comment ils mangent, etc., etc., votre cerveau, il se sent en confiance. Et il fait un raccourci très humain. Il se dit, si je vois cette personne souvent, si je connais ses habitudes, si je comprends ses émotions, alors c'est quelqu'un que je connais. Et oui, parce que biologiquement, ça active les mêmes zones cérébrales que les relations réelles, notamment celles impliquées dans l'attachement social, dans l'empathie, dans le sentiment d'appartenance. Ben oui, cette personne vous donne des détails
très privé, parce que je considère que donner la date de naissance de son enfant, le lieu, l'heure de naissance, c'est hyper privé. Le prénom, etc. Les conditions de la naissance, tout ça, à mon sens, c'est très privé. Donc oui, il y a un sentiment d'appartenance. Et vous ajoutez à ça un biais puissant qui a été étudié par le psychologue Robert Zajong, l'effet de simple exposition. Plus vous voyez quelqu'un, plus vous l'appréciez. C'est automatique. Ça ne demande aucune interaction, aucune réciprocité, aucun lien réel. Et c'est là que tout bascule. C'est là que tout bascule. Et c'est là, justement, sur ces points-là, que vous allez pouvoir comprendre la dangerosité des réseaux sociaux par rapport aux adolescents, aux plus jeunes, en fait, de manière générale, aux gens qui sont en construction ou aux gens vulnérables. Vous allez comprendre au niveau cérébral ce qui se passe. Parce que lorsque ça bascule, vous commencez à ressentir de l'attachement, de la loyauté, de la jalousie parfois, de la tristesse quand cette personne, elle va disparaître des réseaux ou vivre quelque chose de douloureux. Pour quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. Je répète, pour quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. Et attention, c'est pas ridicule. C'est pas un signe de faiblesse ou d'immaturité. C'est neurobiologique. Votre cerveau fait exactement ce pourquoi il est programmé. Retenez bien ça. Votre cerveau fait exactement ce pourquoi il est programmé. Ça va vous permettre de comprendre les adolescents et les plus jeunes. Et le vrai problème, c'est que c'est une relation qui est à sens unique et que votre système émotionnel, lui, ne fonctionne pas à sens unique. Il investit, il s'attache et il attend quelque chose en retour, une réciprocité qui en réalité ne viendra jamais dans la vraie vie. Ça ne viendra jamais parce que dans la vraie vie, vous ne vous connaissez pas. Ainsi, à force de nourrir des liens qui n'en sont pas, on peut même finir par s'appauvrir dans les liens qui comptent vraiment, donc la vraie vie. D'accord ? Vous l'avez bien vu, on a vu, on a tous vu des extraits aux États-Unis où on voit des gens en fait hyper isolés parce qu'ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, derrière un écran, derrière un jeu, et donc ça fait des années qu'ils sont pas sortis. C'est un phénomène qui arrive en France où on voit des gens qui sont enfermés depuis des années sans ne plus jamais sortir. C'est devenu très facile d'organiser sa vie sans jamais sortir, sachez-le. Oui, parce que cet isolement, donc qui est réel, dans la vie réelle, il est nourri parce qu'il croit à quelque chose, à une interaction, à une relation parasociale qu'il pense réelle. Vous comprenez ? Donc il y a des gens qui se nourrissent uniquement de ça, d'accord ? Alors que la personne qui crée du contenu ne montre que ce qu'elle a envie de montrer. Et d'ailleurs le marketing, et les professionnels du marketing, ont très bien compris ça, et les algorithmes sont faits pour ça. Ils vont pousser vers quelque chose de creux, vide et inconsistant. En général, les algorithmes ne poussent pas sur l'acquisition des connaissances ou sur des cours de géopolitique, de géostratégie, d'économie, de mathématiques, de psychologie. Vous êtes en permanence relié à des choses qui ne sont pas réelles, qui sont mises en scène. Et on va descendre d'un étage parce que là, on touche à quelque chose d'encore plus profond, un piège invisible. Invisible consciemment, d'accord ? Vous allez me dire, oui, vous me dites tout ça, mais pourquoi c'est si difficile de décrocher ? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous dire pourquoi c'est invisible. Parce que tout se passe au niveau de ce qui est chimique dans notre cerveau. Pourquoi vous ouvrez votre téléphone sans même vous en rendre compte ? Pourquoi vous scrollez alors que vous savez très bien que ça vous fait pas du bien ? Pourquoi vous vous dites encore 5 minutes et vous relevez la tête 1 heure plus tard ? Bien, la réponse, elle tient en un mot, dopamine. Mais attention, la dopamine, c'est pas uniquement le plaisir, mais l'anticipation du plaisir. C'est le peut-être, la promesse, l'attente. Et c'est ça l'invisible.
C'est cette bombe-là qui est invisible. D'ailleurs, dans les années 50, le psychologue Skinner, il a fait une découverte fascinante à l'époque en étudiant le comportement animal. Il a montré que le système le plus addictif qui existe, c'est pas la récompense constante, c'est la récompense imprévisible, ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Exactement comme une machine à sous dans les casinos. Vous tirez le levier, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Et c'est précisément cette incertitude, ce peut-être, qui va vous rendre accro. Si vous gagnez à chaque fois, vous allez vous lasser, d'accord ? Si vous perdez à chaque fois, vous allez vous arrêter. Mais l'alternance aléatoire, elle vous maintient dans un état de vigilance permanente, ok ? Donc maintenant, si vous remplacez la machine à sous par rafraîchir son feed, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en permanence, vous êtes tenu sur les nouvelles de la rupture d'une telle, ses vacances, le dernier achat qu'elle a fait, le nouveau canapé à la mode, la dernière veste, les règlements de compte entre un tel et un tel. Il y a même une impudicité dans tout ça. Votre cerveau, lui, il adore ça. D'accord ? Parce qu'en attendant, il ne fait pas autre chose. Par exemple, on va se mettre de l'autre côté, du côté d'un créateur de contenu. Il va poster une photo, il va attendre et il va vérifier combien de likes, combien de commentaires, qui a réagi. Et il recommence. Et il revient voir, encore et encore. Vous voyez, des deux côtés, ça fonctionne. Et le moment le plus puissant dans ce cycle, c'est même pas quand vous voyez la nouvelle arriver ou quand le créateur reçoit des likes, c'est juste avant. C'est quand on regarde l'écran en se disant « Tiens, peut-être que c'est updaté. Tiens, peut-être que ça a marché. » C'est là que la dopamine explose. Il y a d'ailleurs des études en neurosciences, notamment menées à Harvard et Stanford, qui ont montré que ces micro-interactions activent les mêmes circuits de récompense que la nourriture, le sexe ou certaines substances addictives. Ok ? Donc votre téléphone, c'est pas un outil neutre. Bon, ça, maintenant, je pense que c'est rentré dans toutes les têtes. C'est devenu un environnement comportemental, conçu et optimisé, testé pour capter votre attention le plus longtemps possible. Et votre cerveau, lui, il n'a aucune défense innée contre ça, parce qu'il n'a jamais évolué dans un monde où des milliers d'ingénieurs travaillent à le garder captif. C'est machiavélique comme truc. Il y a vraiment des gens qui sont payés pour ça, pour vous maintenir captif. Parfois sur des sujets graves, et encore, ils ont limité, d'accord, avec la censure, mais le plus souvent sur des sujets creux. Parce que pendant que vous scrollez, que vous regardez, que vous vous inquiétez, la personne qui envoie ces informations, qui partage sa vie privée, qui partage ses enfants, et encore ça c'est un autre sujet très grave, mais les gens ne sont pas prêts à l'entendre, cette personne-là gagne de l'argent, d'accord ? C'est monétisé. Et ça a été rendu public pour certains, mais il y a des personnes qui, pour une publicité de 15 secondes, vont gagner 50 000 euros. Il y en a, elles vont gagner 100 000 euros pour 15 secondes. Les 15 secondes que vous allez regarder, donc vous, c'est 15 secondes qui vont être perdues dans votre temps, et cette personne-là, c'est 15 secondes qui vont lui rapporter tant de milliers d'euros. C'est une réalité, je crois qu'il y a peu de gens qui savent combien les créateurs de contenu sont rémunérés. C'est devenu un réel travail, un réel business. Mais dans ce business, il y a un moment donné où on peut venir questionner la morale, on peut venir questionner l'éthique et on peut venir questionner l'usage. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Pourquoi ? Parce que il y a un phénomène aussi silencieux que la dopamine, d'accord ? Mais probablement le plus destructeur à long terme, c'est la comparaison sociale. C'est pour ça que je vous ai parlé de revenus juste avant, ok ? La comparaison sociale, c'est un poison lent pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, elle a été théorisée aussi dans les années 50 par le psychologue Léon Festinger, et sa théorie, elle est simple. Pour se situer, l'être humain, il a besoin de se comparer aux autres. C'est un mécanisme naturel, adaptatif. Il nous permet de nous évaluer, de progresser, de trouver notre place ou de nous adapter dans un environnement nouveau. D'accord ? C'est de l'intelligence sociale, émotionnelle, situationnelle.
Donc on se compare. Mais ce mécanisme, il a été conçu pour fonctionner dans un environnement restreint. Votre famille, votre village, votre cercle proche, au boulot, quelques dizaines de personnes au maximum. D'accord ? Souvenez-vous quand on était plus jeune. Souvenez-vous. Mais aujourd'hui, vous vous comparez à des milliers de personnes chaque jour, chaque heure, à chaque scroll. Et pas à n'importe qui, à des vies filtrées, retouchées, optimisées, mises en scène et monétisées. Pourquoi j'insiste sur le monétiser ? Parce que c'est souvent l'argent qui fait prendre conscience aux gens, l'argent parle beaucoup, qui fait prendre conscience aux gens qu'il y a un problème. Et c'est là que votre cerveau il fait une erreur gigantesque, c'est ce qu'on appelle une erreur de cadrage. Cette erreur de cadrage, elle fait en sorte que vous comparez vos coulisses, donc votre vie privée, à leur moment fort. Vous allez comparer votre fatigue à leur highlight réel, vos doutes à leur certitude affichée, votre réalité brute à leur version éditée. Et forcément, vous allez vous y perdre. D'ailleurs, toujours. Par définition, la comparaison va vous perdre. Parce que comparaison n'est pas raison. Retenez bien ça. Parce que vous comparez votre intérieur à leur extérieur. Votre vie entière, vous la comparez à leur meilleur profil. Alors que dans 95% des cas, si vous les connaissiez dans la réalité, vous ne seriez pas amis. Vous ne pourriez pas être amis. C'est étudié, d'accord ? J'invente rien. Et il y a des recherches qui ont été menées par Melissa Hunt à l'Université de Pennsylvanie qui ont montré quelque chose de frappant, d'accord ? C'est qu'en réduisant l'usage des réseaux sociaux à 30 minutes par jour pendant 3 semaines, les participants de l'étude, ils ont vu leur niveau d'anxiété et de dépression diminuer significativement. Pas parce que leur vie, elle avait changé, mais parce que leur point de comparaison avait changé. C'est pour ça que je vous dis comparaison n'est pas raison, d'accord ? Donc bien évidemment, il y a des comparaisons qui vont faire que vous allez être inspiré, il y a des gens qui vont vous inspirer, vous allez dire « Ah tiens, je vais essayer cette routine à cette personne, après je vais l'adapter à moi, etc. » Mais il y a un moment donné, lorsque vous allez essayer d'adapter la routine d'une personne que vous ne connaissez pas, que vous pensez connaître, vous allez vous comparer. Vous allez dire « Ah, elle a réussi ça, elle a réussi là, et pas moi. » Vous voyez ? Alors que chaque être humain est un individu unique. Et à force de baigner dans cet environnement, quelque chose se transforme. Pas brutalement, subtilement, presque imperceptiblement. Et c'est pour ça que je vous dis que grâce à cet épisode, vous allez comprendre les adolescents et pourquoi en fait c'est dangereux. C'est d'ailleurs ce qu'ont démontré les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky avec ce qu'ils appellent l'heuristique de disponibilité. Le principe, il est simple. Plus vous voyez quelque chose, plus vous croyez que c'est fréquent, donc que c'est une réalité. D'accord ? Donc imaginez un ado, imaginez quelqu'un de vulnérable, imaginez un très jeune enfant. Parce que oui, de très jeunes enfants ont accès aux réseaux sociaux. Et alors, il y a une hypocrisie qui est folle, c'est qu'il y a des gens qui vous disent « Non, mais moi, mes enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux, mais pour autant, ils les filment et ils les postent. » Vous voyez l'hypocrisie ? C'est-à-dire que pour monétiser la vie de leurs enfants, ils le font, mais ils viennent vous dire « Oui, mais non, mais moi, pour la santé mentale de mes enfants, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux. » Mais pour leur santé mentale, par contre, les exposer, c'est pas grave. Vous voyez ? Donc revenons à l'heuristique de disponibilité. Le principe simple, c'est plus vous voyez quelque chose, plus vous croyez que c'est fréquent. Donc si vous voyez régulièrement des accidents d'avion aux informations, vous allez surestimer le risque de prendre l'avion. Même si c'est statistiquement l'un des moyens de transport les plus sûrs. Ok ? Eh bien, appliquez ça aux réseaux sociaux. Si vous voyez tous les jours des corps parfaits, des réussites fulgurantes, des vies extraordinaires, des voyages de rêve, des couples radieux, des entrepreneurs millionnaires à 25 ans, votre cerveau, il va finir par croire que c'est la norme. Alors que non. C'est une sélection, une mise en scène, un biais d'échantillonnage massif. Et il y a un twist encore plus pervers, c'est, comme je vous l'ai dit, que les algorithmes ne vous montrent pas la réalité. Ils vous montrent ce qui vous retient, ce qui génère de l'engagement, ce qui vous fait cliquer, réagir et rester. Vous avez bien remarqué que les gens vont beaucoup plus commenter sur une vidéo de make-up
ou sous une vidéo où deux personnes en fait se fâchent, s'insultent, se manquent de respect, que sous une vidéo où on va leur parler de mathématiques, d'économie, d'astronomie, etc. Et encore, il est étudié et prouvé que l'attention a tellement baissé, c'est-à-dire que le cerveau n'arrive plus à se concentrer sur des informations très longtemps à cause des réseaux sociaux, que lorsque on veut véhiculer maintenant un message clair, une transmission de connaissances sur quelque chose d'important, on est obligé de le mettre en scène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vous met des animés pour vous expliquer, je ne sais pas moi, un truc en astronomie ou sur la physique quantique ou sur la psychologie. Eh ben, on ne peut pas que vous parler. On est obligé de mettre des images qui bougent parce que votre cerveau, à cause des réseaux sociaux, il est complètement bousillé, il n'arrive plus à se concentrer. Imaginez sur les enfants ce que ça fait, ok ? Donc, ce que je vous disais, c'est que les algorithmes vous montrent que ce qui vous fait réagir. Donc, plus vous allez réagir sur du make-up, plus vous allez avoir du make-up. Plus vous allez réagir sur la guerre, plus vous allez avoir la guerre. Ok ? Donc, vous allez avoir une perception qui est déformée. Parce que plus vous regardez quelque chose, plus vous en voyez. C'est comme vivre dans une pièce pleine de miroirs déformants et finir par croire que c'est vous qui êtes déformé. Vous voyez ? Que c'est vous le problème. Que vous êtes une anomalie. Que votre vie normale est une vie ratée. Alors qu'en réalité, vous êtes juste exposé à un échantillon biaisé, amplifié et algorithmiquement sélectionné pour vous garder captif. Imaginez quand c'est une jeune demoiselle ou un jeune homme qui voit un homme de 25 ans ou une femme de 25 ans qui est beaucoup plus avancé dans la vie. Donc pour la jeune fille qui peut s'identifier à une femme en fait qui est tout le temps en train de se maquiller, qui sort, qui s'achète plein de choses à l'extérieur ou qui reçoit des cadeaux, etc., etc. Dans la tête de la jeune fille, à force de le voir, elle va croire que c'est une réalité et qu'elle ne vit pas dans quelque chose qui est équilibré, normal, complètement comme les jeunes de son âge. Et le jeune, il peut s'identifier à un gars qui est en forme, qui fait de la muscu tout le temps, ou s'identifier aussi à quelqu'un de mauvais. On voit très bien qu'il y a des jeunes qui sont complètement fans de chanteurs ou de créateurs de contenu qui ont fini en prison et qui n'arrivent pas à y croire et qui le défendent bec et ongle. Vous voyez ? Donc, dans leur cerveau, la réalité qu'ils ont enregistrée, elle est ancrée. Et c'est là qu'il y a un impact sur la santé mentale. Ok ? Enfin, déjà, tout ce que je vous ai dit, ça a un impact sur la santé mentale. Et aujourd'hui, la science commence à être très claire sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui veulent pas entendre, parce que quand même, ça fait des années qu'on en parle, mais là, on a les images, on a la neuroimagerie, etc. Donc, on connaît l'impact sur le cerveau. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on connaît l'impact sur le cerveau que les créateurs de ces réseaux sociaux peuvent encore plus vous rendre accro. Il y a des études publiées dans des revues comme Nature Human Behavior ou JAMA Pediatrics qui montre une corrélation significative entre l'usage intensif des réseaux sociaux et une augmentation de l'anxiété, des syndromes dépressifs, des troubles du sommeil et l'isolement. Ça va plus loin, il y a des gens qui mettent fin à leur vie. Parce que sur ces réseaux sociaux, par exemple, on va normaliser le harcèlement. Il y a certains réseaux sociaux où le harcèlement est normalisé et les comptes ne sautent pas. Pourquoi les comptes ne sautent pas des harceleurs ? À votre avis, pourquoi ? C'est parce que ça apporte de l'argent, ok ? Donc en fait, mettre en péril la vie d'êtres humains à travers un écran, ça ne dérange pas ceux qui ont créé le réseau social, ok ? D'ailleurs, ils ont tellement bien ficelé au niveau juridique leur protection qu'ils sont difficilement attaquables. Et il y a les travaux de la psychologue Jean Twenge, notamment dans son livre iGen, qui montre une hausse marquée des troubles que je vous ai cités chez les adolescents depuis l'explosion des nouveaux smartphones. D'accord ? Donc environ à partir de 2012, avec l'interface. Avant, on avait des téléphones à clapper ou des trucs un peu améliorés, mais sans plus. Alors vous allez me dire, corrélation n'est pas causalité. Bien sûr, mais les données s'accumulent. Et le tableau d'ensemble, il est très préoccupant. Et il y a quelque chose de cruel dans tout ça. C'est que plus vous vous sentez mal, plus vous allez chercher du réconfort au même endroit. Ça vous rappelle rien ?
Ça vous rappelle pas lorsqu'on est maltraité par quelqu'un, qu'on est sous emprise et que on va demander du réconfort à cette personne qui nous a maltraités juste avant? C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes circuits. Je vous donne un exemple. Admettons, vous vous sentez seul. Vous allez ouvrir un réseau social. Sur ce réseau social, vous allez vous comparer. Donc, vous allez vous sentir moins bien. Et comme vous allez vous sentir moins bien, vous allez chercher une distraction. Donc, vous retournez sur les réseaux. Et la boucle recommence. C'est un cercle vicieux. C'est un piège autoréférentiel. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que votre cerveau est parfaitement humain et qu'il est plongé dans un environnement pour lequel il n'a jamais été conçu. Vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains qui ont besoin pour exister d'interactions humaines. Même si c'est une interaction humaine qui vous embête. En fait, au moins, ça vous fait vous sentir vivant, d'accord ? Dans cet embêtement, dans cette interaction, en fait, qui vous a, je sais pas, peut-être parfois gâché la journée, vous avez quelque chose à raconter, vous pouvez appeler un ami, une cousine, une sœur, un frère, vos parents, etc. Donc, vous êtes dans l'humain, ok ? Vous n'êtes pas fait pour rester derrière un écran. C'est faux. Et on vous fait croire le contraire. Et là où c'est très dangereux, c'est qu'en vous faisant croire le contraire, on vous fait acheter des choses pour vous faire croire que vous n'êtes pas seul. Donc, vous vous identifiez davantage encore à ces personnes qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu le piège ? Parce que soyons honnêtes, toute la journée, vous êtes face à de la publicité. Alors, la publicité, maintenant, elle est cachée sous couvert de storytelling. On vous raconte une histoire et on vous dit que tel produit est dans la routine, qu'on a 5 minutes pour se maquiller avec vous, pour se préparer, pour aller à tel événement. Donc on vous lâche des produits tout le long du storytelling. On vous raconte que, par exemple, le petit dernier avait besoin de shorts ou de chemises ou de chaussures et que, en fait, ils n'avaient pas eu le temps d'en acheter parce qu'ils étaient à tel endroit, à tel voyage, etc. Ou que l'avant-dernière, elle était tombée malade et qu'il fallait la garder et on vous vend des chaussures et on vous vend un short et on vous vend... Mais tout ça, c'est calculé par la marque. Mais toute la journée, vous êtes baigné dans achète. Donc votre cerveau, il va croire qu'il a besoin d'acheter. Il va croire que c'est une réalité. Prenez 2 minutes, là, pendant que je vous parle. Et dites-vous très honnêtement, quel est le contenu que je regarde toute la journée ? Est-ce que toute la journée, ce que je regarde me vendent quelque chose ? À 90% du temps, oui. À 90% du temps, oui. Sauf qu'on vous fait du storytelling, donc ça passe. D'accord ? Et parce que le storytelling, il a été poussé par les algorithmes, avec les images et tout, parce qu'on vous prend pour des neuneux qui comprennent rien, ça passe tranquillement sur vos adolescents, les plus jeunes enfants, les gens en construction, les gens vulnérables, etc. Vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça la boucle. Je vous donne un autre exemple de boucle. Le lundi, on vous vend le dernier aspirateur laveur. Parce que, en fait, le créateur de contenu a une vie tellement riche qu'en fait, il peut plus passer la serpillière. Ok ? Le mardi, il est en voyage presse. Le mercredi, il vous annonce qu'il part pour un long voyage et il vous tient en haleine parce que il vous donne pas la destination. Ok ? Et le jeudi, il vous fait un autre hook qui vous dit « Ouais, les enfants, ils sont tombés malades, peut-être que mon voyage, il est reporté. » Mais ils vous disent vous avez toujours pas l'information de la destination. Ok. Et ensuite, vous avez une information de « Tiens, je suis en couple avec quelqu'un. » Et il vous montre que la personne de dos. Vous voyez, donc tout ça, c'est étudié. D'accord ? Donc vous allez tenir, et en même temps, il vous a vendu l'aspirateur, peut-être les vitamines, les compléments alimentaires pour le dernier, alors que ce sont des gens qui connaissent rien, et souvent, en fait, très souvent, et ça, je m'étais déjà insurgée, ils vendent des compléments alimentaires sans donner les contre-indications, et le dernier en date que j'ai vu passer, je suis sortie de mes gonds, j'ai même écrit au laboratoire, donc c'était un complément alimentaire qu'il fallait pas prendre s'il y avait des antécédents de cancer, des problèmes de thyroïde, cancer du sein chez la femme, problèmes de thyroïde, maladie de Crohn, si la personne a été sous anticoagulant, etc. La liste est longue. Je suis sortie de mes gonds, je me suis dit c'est pas possible.
la dangerosité du truc. Parce que les gens, quand ils font confiance, ben, ils vont pas lire les petites lignes, d'accord ? Et il y a des choses, en fait, qu'on ne peut pas prendre, ok ? Parce que c'est hyper important, on joue pas avec la vie des gens. Mais lorsque vous parlez d'argent, il y en a qui sont prêts à le faire, ok ? Et aujourd'hui, on peut pas dire « non, mais j'étais pas au courant », c'est faux. Donc vous voyez tout ça pour vous montrer en fait que tout au long de la semaine, on vous a parlé de la maison, on vous a parlé d'un aspirateur, d'un truc, mais en fait on vous fait croire que vous êtes dans la vie. Voilà, c'est comme si on vous disait « non mais je t'ai invité toute la semaine chez moi, mais regarde ce que tu peux acheter. Si tu veux me ressembler, si tu veux être bien dans ta vie. » C'est faux. C'est faux et archi faux. Alors oui, effectivement, il y a des fois dans l'année, on a besoin d'un truc et qu'il faut changer, c'est en panne, etc. Mais la majeure partie du temps, on est organisé, on est des adultes et voilà, on a nos vies, on sait très bien comment ça fonctionne. On n'a pas besoin de changer de canapé tous les 4 matins, on n'a pas besoin de changer le papier peint, on n'a pas besoin du dernier air fryer, il y en a déjà 150. Vous voyez ? Ou d'une nouvelle cafetière ou d'un nouveau chocolat ou d'un nouveau truc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, on est vraiment sur la dopamine et sur la relation parasociale à 2000%. Donc votre cerveau, lui, il peut pas faire le tri. Il est submergé, sauf si vous lui apprenez. C'est pour ça que la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut tout quitter ? Parce que soyons honnêtes, c'est pas réaliste pour tout le monde, ok ? Et c'est pas forcément souhaitable d'ailleurs, parce que les réseaux, ils font partie de nos vies professionnelles, sociales et créatives. Et comme je vous l'ai dit en préambule, il y a des choses magnifiques qui se passent aussi sur les réseaux sociaux. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes aux commandes, d'accord ? Est-ce que vous êtes aux commandes ou est-ce que vous êtes en pilotage automatique ? Et ça commence par des micro-prises de conscience, des questions simples à se poser régulièrement. Quand vous ouvrez votre téléphone, demandez-vous, est-ce que là, je choisis mon contenu ou est-ce que je réagis, d'accord ? Est-ce que je choisis ou est-ce que je réagis ou est-ce que je subis ? Quand vous consommez un contenu, posez-vous cette question. Est-ce que ce contenu m'élève intellectuellement, émotionnellement ou est-ce qu'il me contracte intérieurement ? D'accord ? Est-ce que ça m'élève ? Est-ce que j'apprends quelque chose ? Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que ça m'apaise ? Ou est-ce que ça me contracte intérieurement parce que je me compare avec tout ce que j'ai vu là sur la toile ? D'accord ? Est-ce que je nourris ma vie quand je scrolle ? Ou est-ce que je suis en train d'éviter ma vie ? Est-ce que je suis acteur de ma vie ou est-ce que je suis spectateur de ma vie ? Parce que parfois, soyons honnêtes, on ne va pas sur les réseaux sociaux pour se connecter. On y va pour ne pas ressentir, pour fuir l'ennui, pour anesthésier une émotion, pour combler un vide qu'on ne veut pas regarder en face. Et tant qu'on n'est pas conscient de ça, on reste à la merci du système. Et la liberté, elle commence là, dans cette capacité à observer ce qu'on fait, à reprendre la main sur ses automatismes et à choisir plutôt que subir. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote en fait d'une personne que j'ai accompagnée qui avait déjà un certain âge et avec laquelle ce jour-là, je discutais sur plusieurs personnalités qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Et cette personne a été persuadée, vraiment persuadée d'affaire à des bonnes personnes. Et persuadée de les connaître. Et d'un coup, je lui ai dit, mais si moi, on venait à me présenter cette personne, je tournerais les talons. Je me souviens il m'avait regardé avec des yeux tout ronds comme ça, stupéfait, parce que lui avait son idée de cette personne. Et je lui ai dit, oui, est-ce que vous connaissez ses propos, ses valeurs, sa position au niveau politique, au niveau de certains conflits, au niveau du droit des enfants, parce que c'est une personne qui est questionnable, surtout sur la protection de l'enfance, et en fait, elle n'en savait rien. Son image, elle était tellement bien faite et lissée sur les réseaux sociaux qu'il n'en avait aucune idée. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin d'interaction dans la vie réelle, avec d'autres êtres humains qui peuvent nous informer, qui peuvent échanger avec nous, etc. Vous voyez ? Parce que le cerveau peut vraiment être piégé. Tout ça pour vous dire que notre génération vit quelque chose d'inédit. Vraiment. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été exposé à autant de vie, autant d'images, autant de stimuli,
autant de comparaisons chaque jour, chaque heure et sans répit. Et notre cerveau n'a pas évolué pour ça. Il a été façonné par des millénaires de vie en petits groupes, de liens directs, de présence physique, pas par des notifications, des algorithmes et des flux infinis. Alors je me dis que peut-être que la vraie révolution aujourd'hui, ce n'est pas d'être toujours plus connecté, mais de réapprendre à se reconnecter à soi, à ses sensations, à ses vrais liens, à ces moments qui ne seront jamais postés mais qui font toute la différence. Une conversation sans téléphone, un regard soutenu, un silence partagé, un rire qui n'a pas besoin d'être filmé pour exister. Parce que la vérité, elle est simple, la vraie vie ne se passe pas dans un écran, elle se passe ici, maintenant, dans l'imparfait, dans le vivant, dans le réel. Et parfois, le vrai luxe, aujourd'hui, c'est juste de savoir s'en éloigner.